Bonjour à tous et bienvenue pour un autre preview de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux Golden Knights de Vegas en prévision de la saison bien entendu 2022-2023. Alors les Golden Knights de Vegas, ce qu'on doit dire c'est que ça a été une saison plus que décevante l'année passée. C'est une organisation qui en 2020-21 avait terminé au premier rang de la ligue avec rien de moins que 82 points. On se rappelle c'était une saison écourtée en lien avec la COVID. 2020-21 les Golden Knights 40 victoires. 14 défaites, 2 défaites en prolongation, 40 victoires pour 16 défaites, 82 points. On finit premier dans la LNH. L'année passée, 17e du côté des Golden Knights. Alors c'est sûr et certain qu'il y a des choses qui ont changé, c'est sûr aussi qu'il y a eu des blessures, donc bref, il y a eu de la gestion qui a été faite un peu bizarre du côté des Golden Knights, entre autres avec une transaction qui a avorté pour ce qui est de Dadonov, mais sinon des contrats qui ont peut-être fait que le cap est un peu trop intense. Et d'ailleurs, en ce moment, la rumeur veut qu'il y a un certain défenseur qui n'est toujours pas signé parce qu'on attend le début de la saison pour bénéficier de genre les blessés à long terme. C'est ça les Golden Knights, c'est géré un peu étrange, mais il y a eu aussi des blessés, et puis des blessures quand même assez importantes. Là, quand on pense à un gars comme Mark Stone ou même Max Pacioretty. Max Pacioretty, c'est un gars qui, avant sa blessure, 39 matchs, 19 buts, 18 points, 18 passes, 37 points. Alors on parle d'un gars qui avait 37 points en 39 matchs avant sa blessure, Max Pacioretty. C'est quand même un gros morceau qu'ils ont perdu. Puis en plus de ça, Max Pacioretty jouait souvent avec Mark Stone l'année passée. Mark Stone, avant sa blessure, c'est 37 matchs, 9 buts, 21 passes, 30 points. C'est deux joueurs qui sont des joueurs qui sont responsables dans les deux sens de la patinoire. D'ailleurs, leur ligne avait un différentiel plus-moins qui était le plus supérieur de toute l'équipe des Golden Knights. Fait que, honnêtement, ça a été des grosses pièces manquantes qu'il y a eu du côté des Golden Knights. Mentionnons aussi le gardien de but Robin Lehner qui lui dit avoir joué avec une blessure tout le long de la saison. Qui d'ailleurs, c'est vrai, je ne l'ai pas ici parce qu'il va manquer la saison 2022-2023 en lien avec une opération. Mais Robin Lehner qui a joué un total de 44 matchs, une moyenne de 2,83 et 907. Donc il a été opéré cet été puis il ne jouera pas de l'année. Mais il dit qu'il a joué avec une blessure toute la saison. Fait que bref, ça a été difficile du côté des Golden Knights. Et les Golden Knights font partie de ces fameuses 3 des 4 équipes qui avaient fait partie du Corridors l'année d'avant et qui n'ont pas fait les séries l'année passée, dont le Canadien de Montréal, entre autres aussi, alors avec les Highlanders. Donc, on a fait un changement et on a décidé, on se débarrasse de Peter DeBoer et on y va avec l'entraîneur d'expérience Bruce Cassidy. Bruce Cassidy, moi j'ai pas trop compris pourquoi les Bruins l'ont renvoyé. En tant que tel, ça n'allait pas nécessairement mal du côté de Boston. Je sais pas comme. Les rumeurs veulent que c'est plus des conflits qu'il y a entre les joueurs puis peut-être le directeur général ou en tout cas David Pastrnak qui avait mal vécu avec le départ de David Krejci puis de Torrey Krug. Puis bon, les rumeurs étaient là et j'avais rien entendu concernant le coach. Mais là, bon, les Bruins ont décidé de mettre fin à leur union avec Bruce Cassidy et il devient entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas, ce qui je crois est quand même un bon move pour ce qui est des Golden Knights de Vegas. Par la suite, on revient avec le directeur général Mick Raymond. Puis, c'est ça. La saison 2020-21, on parle de 40 victoires, 14 défaites, 6 défaites en prolongation pour 82 points. Ça va être une excellente saison. Pour ce qui est de la saison 2021-22, là, on a 43 victoires. Fait que, tu sais, on a 3 victoires de plus, mais on a quand même une trentaine de matchs de plus de jouer. Parce que là, on a une saison de 82, là, une saison de 56. Fait qu'on voit un peu le genre de dynamique qui s'opérait l'année passée. Donc, 43 victoires, 31 défaites et 8 défaites en prolongation. Donc, 43 victoires pour 39 défaites totales. C'est une saison qui s'approchait quasiment du 500. C'est pas nécessairement ce qu'on s'attendait du côté des Golden Knights, mais je reviens avec l'idée blessure. C'est problématique. Et même d'ailleurs que Jack Eichel, qu'on avait acquis, a pris du temps avant d'arriver et ça a été difficile à son arrivée pour ce qui est de Jack Eichel. Mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il faut quand même donner à César ce qui revient à César. Là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. 94 points, on a terminé 9e dans la conférence de l'Ouest et 17e au niveau de la Ligue nationale. On a passé proche des séries quand même. On a passé proche. Une moyenne de buts marqués de 3,20, ce qui est quand même relativement bon. Une moyenne de buts encaissés de 2,98, ce qui pourrait être amélioré. Un avantage numérique à 18,4, ce qui est vraiment pas vargeux, on va se le dire. On parle quand même de 25e dans la LNH et un désavantage numérique à 21,4, à 77,4, 21e dans la LNH. Donc bref, on a des unités spéciales qui rushent, 25e en avantage numérique, 21e au niveau du désavantage numérique. Ça n'a pas été facile et je vois que ça risque d'être difficile au niveau des gardiens encore une fois cette année. Parce que là,
Laurent Brossoit n'est pas là. On ne sait pas quand il va arriver. Puis encore là, Laurent Brossoit, ça a été difficile pour lui aussi l'année passée. Laurent Brossoit, 24 matchs, 2,90, 895 d'efficacité. Laurent Brossoit n'a pas été très dominant l'année passée, puis là, il est absent cette année pour je ne sais pas combien de temps. Il fait partie des blessés XY, là, tu sais. Robin Leonard qui lui va manquer la saison complète. Et là, on se ramasse avec un gardien de but. Je pense que c'est Lacey Thompson, si je ne fais pas erreur. Thompson, c'est un gars qui a. Il n'a pas rentré dans la LNH par la grande porte. Là. Il a passé par la CHL, la Ligue américaine, plusieurs années d'ailleurs dans la Ligue américaine, mais dominant dans la Ligue américaine, ça, il faut y donner quand même. Fait que, bref, ça risque d'être compliqué du côté des Golden Knights, encore une fois, cette année. Le meilleur en termes de buts l'année passée aurait été le Québécois Jonathan Marchessault avec un total de 30 buts. Le meilleur en termes de points aurait été également Marchessault avec un total de 66 points. Mais je tiens quand même à mentionner qu'en termes de ratio points par match, on a quand même un Mark Stone à 30 points sur 37 matchs qui a eu une bonne saison. Il faut mentionner aussi que Evgeny Dadonov, 78 matchs, 43 points. Aujourd'hui, il va évoluer pour le Canadien de Montréal. Il a eu quand même une bonne saison, mais pendant une partie de la saison, plus vers la fin de la saison, il a évolué souvent avec Jack Eichel. Fait que ça l'aide peut-être au niveau de ta production offensive, mettons. Mais il a pris la relève quand il y avait des blessés, puis ça, c'était intéressant du côté des Golden Knights. Le meilleur défenseur, on va dire ici à caractère offensif, et je tiens à le préciser parce que Alex Pietrangelo, là, c'est la crème quand même. En termes de défenseur, c'est un gars qui est responsable dans les deux sens. Il est fort physiquement, une bonne lecture de jeu, il est capable de faire de la relance et c'est un bon leader. Je pense que le meilleur défenseur overall de l'organisation est clairement Alex Pietrangelo, mais le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Shea Theodore. Meilleure saison en carrière pour ce qui est de Shea Theodore, 78 matchs, 52 points plus 6. C'est un défenseur qui aime se porter à l'attaque. Et ça, c'est intéressant du côté des Golden Knights parce qu'on a un défenseur qui est peut-être un peu plus solide défensivement à McNabb, puis on a Shea Theodore qui sont souvent utilisés les deux ensemble. Ça fait une paire qui se complète bien. Et pour Shea Theodore, ben, on se croise les doigts qu'il a éclos et que c'est à peu près le genre de saison qu'on peut s'attendre de lui. Une cinquantaine de points, c'est amplement satisfaisant pour le défenseur qui pourrait éventuellement prendre la relève, là, mais que Pietrangelo soit un petit peu plus vieux ou qu'il prenne moins de temps de glace ou si blessure il y a. Enfin bref, donc c'est une paire qui est assez intéressante qu'on a du côté des Golden Knights, puis on l'a quand même beaucoup utilisé l'année passée. Les deux gars se connaissent bien, ça c'est intéressant. Maintenant, il va avec les trois espoirs du alacoupe.ca. Les trois espoirs du alacoupe.ca ne sont pas les meilleurs espoirs de l'organisation, mais bien ceux qui ont peut-être le plus de chances de faire la LNH cette année. Mais soyons clairs, les Golden Knights, c'est une équipe qui est expérimentée. Alors, est un peu contingenté, ce qui fait que c'est difficile pour un jeune de percer cet alignement-là. Fait que ça serait peu probable, mais possible qu'on voit des joueurs percer l'alignement dès cette année du côté des Golden Knights de Vegas. On va commencer avec le premier espoir ici qui est Brandon Brisson. Et oui, si vous posez la question, c'est bel et bien le fils de l'agent, Pat Brisson. Alors, Brandon Brisson, c'est un joueur de centre de 20 ans qui a évolué au niveau de la NCAA l'année passée. On parle d'un total de 38 matchs, 21 buts, 21 passes pour 42 points au niveau de la NCAA. Puis à la fin de la saison de la NCAA, il a été joué dans la Ligue américaine et quand même, 7 matchs, 3 buts, 5 passes, 8 points. Donc 8 points en 7 matchs. Il a réussi son entrée dans la Ligue américaine pour ce qui est de Brandon Brisson. On parle ici d'un joueur qui est un joueur intelligent, un bon fabricant de jeu, polyvalent, responsable dans toutes les zones de la patinoire, soit en zone neutre, en zone offensive et même en zone défensive. Fait que, bref, c'est un joueur qui est un joueur complet. Et ça, c'est intéressant du côté des Golden Knights. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'y donner peut-être une année de plus au niveau de la Ligue américaine. C'est la même chose sensiblement pour le deuxième espoir. Peut-être est-ce qu'on a actuellement des joueurs d'expérience qu'on peut utiliser pour la saison qui s'en vient du côté des Golden Knights. Anyways, il va y avoir des blessures, fait que ça se peut qu'il soit rappelé, mais bref, on a déjà des joueurs, on a déjà un corps, donc peut-être que ça serait plus intéressant de le laisser au niveau de la Ligue américaine cette année. Sensiblement la même chose aussi pour Pavel Darofeyev. Pavel Darofeyev, un ailier gauche de 21 ans, il a évolué au niveau de la Ligue américaine l'année passée. 63 matchs, 27 buts, 25 passes, 52 points. Une bonne saison sur un point de vue offensif pour ce qui est d'Afenveyev, excusez-moi. Il a joué 2 matchs au niveau de la LNH, aucun point l'année passée. Dans son cas à lui, on parle d'un joueur qui est très créatif avec un bon contrôle de rondelle à caractère très offensif, donc pas très responsable dans sa zone. C'est un gars qui lit bien le jeu, mais par contre, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il ne serait pas suffisamment compétitif. C'est un gars qui a peut-être pas, tu sais, le petit quand il perd, genre, il l'a pas. Bon. Mais c'est un joueur à caractère offensif qui est créatif et qui a une bonne lecture de jeu. Fait que, encore là, lui, ça peut être intéressant aussi de le faire jouer une autre année au niveau de la Ligue américaine parce qu'on a peut-être une surdose en termes de joueurs au niveau LNH. Fait que, bref, on ne stresse pas trop avec ça, mais ça se pourrait. Si besoin qu'il y a,
ça se pourrait qu'on le voit au niveau de la Ligue nationale. Et on termine le tout avec Caden Korzak, un défenseur de 21 ans qui a évolué au niveau de la Ligue américaine. 47 matchs, 2 buts, 12 passes pour 14 points. Bien entendu, 14 points en 47 matchs, on s'entend, c'est un défenseur défensif, c'est pas un défenseur offensif. Donc, les statistiques offensives ne sont pas nécessairement garantes de son talent. Dans son cas, à lui, on parle d'un gars qui est très solide dans sa zone. C'est un gars qui est un spécialiste du désavantage numérique, ce qui serait pas un luxe du côté des Golden Knights. Fait que, bref, c'est un spécialiste des avantages numériques, mais pour sa part, par contre, on considère qu'il y a encore des mauvaises prises de décision. Fait que c'est possible, lui, que ce soit 1 an, voire même 2 encore au niveau de la Ligue américaine. Mais c'est un gars quand même qui a un bon potentiel. Notre chroniqueur du Alacoup.ca, Anthony Saint-Amand, perçoit un gars comme Brandon Brisson potentiellement top 6, un gars comme Dorofeyev potentiellement milieu 6, ça veut dire deuxième, troisième ligne. Puis Caden Korzak, un défenseur à caractère défensif qui pourrait être utilisé top 4, pas nécessairement sur la première paire. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un alignement que je vous propose. C'est pas un alignement qui est un alignement 100% basé sur ce qui se passe avec le training camp en ce moment. Ce qui se passe avec le training camp en ce moment, c'est qu'on utilise Smith avec Jack Eichel puis Phil Kessel. Donc ça, c'est ce qu'on voit en ce moment. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant d'utiliser Marchessault avec Jack Eichel puis Phil Kessel. Mais enfin, bref. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'acquisitions du côté des Golden Knights. C'est sûr qu'on a les 2 acquisitions au niveau des gardiens de but parce que veut pas, on n'a pas de gardien de but. Là, on s'entend, Brossoit blessé long terme, Robin Lehner blessé long terme. Fait qu'il a fallu qu'on aille chercher des gardiens, puis on n'a pas été chercher... on n'a pas été chercher la crème de la crème au niveau des gardiens. Fait que bref. Et sinon, on a fait l'acquisition de Phil Kessel. Par contre, on a perdu Max Pacioretty, qui pourrait être un gars qui peut marquer facilement une trentaine de buts par saison, qui d'ailleurs avoisinait les 1 point par match l'année passée, puis qui est un gars qui était responsable dans sa zone en plus de ça, pour littéralement rien. Puis ça, c'est de la mauvaise gestion, tout simplement. Fait que l'équipe a vraiment été drôlement gérée des Golden Knights. Puis quel échec ça a été la transaction de Dadonov avec, je pense que c'était les Ducks Anaheim, je me rappelle bien. Là. Mais il avait été échangé à une équipe qui était dans ses clauses de non-mouvement qui ne voulait pas aller. Ah, mais c'est des sénateurs qui me l'ont pas dit quand ils l'ont échangé. Chris, lit le contrat, c'est bon, t'es le gars. En tout cas, bref. Donc, les Golden Knights. Les Golden Knights sont quand même une organisation qui est capable de faire mal offensivement. C'est surtout une équipe que la production peut être balancée entre les différentes lignes. C'est assez intéressant. Par contre, c'est peut-être pas nécessairement une puissance offensive de la Ligue. Puis ça n'a pas été une des équipes les plus solides défensivement l'année passée, avec des gardiens de but en plus qui sont coup-ci, coup-ça. Ça peut faire peur un peu pour ce qui est de la prochaine année. Alors, on va commencer avec ma première ligne. Ben, moi, j'ai été avec Jonathan Marchessault. Pourquoi? Parce que Jonathan Marchessault, c'est un excellent marqueur. Et même si Jack Eichel, l'année passée, a à peu près le même nombre de buts et de passes, c'est quand même un bon playmaker. Fait que d'utiliser un gars comme Jack Eichel avec un très bon marqueur comme Jonathan Marchessault, je crois que ça serait une bonne recette pour permettre à cette équipe-là d'avoir une bonne première ligne qui produit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'utilise Stephenson avec Chandler Stephenson avec Mark Stone. Et ça, ces deux gars-là ont été beaucoup utilisés ensemble et ils ont l'air d'avoir une chimie intéressante. Fait que pour moi, je veux garder Stephenson et Stone ensemble. Puis j'essaye d'avoir Marchessault avec les deux qui sont peut-être un peu moins dans l'équipe. Là, je parle de Jack Eichel, il a quand même joué une demi-saison l'année passée, pas une saison complète. Et bien entendu, une nouvelle arrivant, Phil the Thrill! Ouais. Phil Kessel. L'homme au hot dog, me direz-vous. C'est quand même de Iron Man dans la LNH. Il faut donner à César ce qui revient à César. Ici, il y a une chose que je peux vous dire pour l'avoir vu beaucoup jouer dans les dernières années. Bien entendu, il était avec les Coyotes de l'Arizona. C'est un gars qui est une menace constante, mais une montée, il est essoufflé. C'est à peu près le cardio qu'il a. Fait il joue peut-être pas beaucoup dans les 2 extrémités de la glace, mais s'il se rend jusqu'au but, ben, il est une menace. Fait que ça, c'est intéressant. Parce que Jack Eichel, c'est un gars qui est capable de faire produire un gars comme Phil Kessel. Phil Kessel, il a juste à se placer quelque part où il est capable de tirer. Parce qu'il a encore un bon tir. Il a beau être âgé, mais il a encore un très bon tir, Phil Kessel. Fait qu'il peut permettre de faire fonctionner ces deux gars-là. Alors moi, je pense que ce serait un bon mix intéressant. Marchessault avec Kessel aux ailes et sinon Jack Eichel dans le centre. Je pense que ce serait un bon mix. Ensuite de ça, on y va avec la deuxième ligne. Ben, on parle ici de Riley Smith. 38 points en 56 matchs. Il a manqué un bout de saison lui aussi, blessure, parce que blessure, il y en a eu l'année passée. Mais quand même, on parle d'un bon ratio points par match pour ce qui est de Riley Smith. Donc, quand même 38 en 56. Je pense que c'est un gars qui est capable de produire offensivement. Et comme je vous ai parlé tantôt, ben Stevenson et Mark Stone ont été utilisés souvent ensemble. Fait que l'année passée, avec, je pense que c'était avec Max Pacioretty, c'était une ligne qui était solide. Donc, c'était pas la ligne qui produisait le plus, mais surtout, il encaissait pas beaucoup de buts. Alors, c'était une ligne qui était responsable dans leur zone. C'est sûr que là,
c'est pas Max Pacioretty, mais je pense quand même que ça pourrait fitter. Alors, on y va avec Chandler Stevenson, 64 points en 79 matchs l'année passée. Tu t'attendais pas à ça, hein? Ben oui, une bonne production offensive pour ce qui est de Stevenson. Et Mark Stone, 30 points en 37 matchs. Pour un joueur complet, là, avoisiner les 1 point par match, c'est juste excellent. Capitaine de l'organisation, un gars qui est intense, un gars qui est présent dans toutes les zones. Tellement complice, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Ensuite de ça, en termes de troisième ligne, on y va avec Brett Holden. C'est 20 points en 47 matchs l'année passée qu'on fait jouer avec William Karlsson. 35 points en 67 matchs l'année passée. C'est plus la première saison des Golden Knights pour ce qui est de William Karlsson. Il avait vraiment tapé à l'œil à la première saison, mais ça avait sorti d'un peu n'importe où. Fait que je pense qu'il avait passé de comme 20 points à 80 points. C'était vraiment un step immense qu'il avait pris quand il était avec les Golden Knights. Mais là, je pense qu'on voit vraiment le genre de production que ce gars-là peut avoir. 35 points en 67 matchs. On va avoisiner peut-être le 40 points pour une saison de 82 matchs pour ce qui est de William Karlsson. Je pense que ça serait légitime. Et là, on y va avec Nick Roy, 39 points en 78 matchs l'année passée. Une bonne saison quand même dans son ensemble pour un joueur qui est peut-être un joueur un peu plus de profondeur dans le cas de Roy, mais quand même 39 points en 78 matchs, c'est un gars qui est capable de produire. Donc, jouer avec Karlsson et Holden, je pense que c'est des gars qui sont à peu près capables d'avoisiner le 40 points dans une saison. Là, pour Roy, ça serait à peu près similaire, mais sinon Karlsson, Holden, je pense que les deux sont capables d'avoisiner 40 points. Pour une troisième ligne, si tu as trois gars qui fait 40 points, je pense que c'est très respectable. Et en termes de quatrième ligne, ben on y va avec Leschyshyn, 6 points en 41 matchs l'année passée, Kolosar, 24 points en 77 matchs l'année passée, et Amadio, 18 points en 56 matchs. J'ai été obligé de mettre William Carrier comme scratch parce qu'il est blessé. Puis là, c'est une blessure fin septembre, puis c'est marqué qu'on réévalue, dis-je bien, aux semaines. Ce qui veut donc dire que je ne sais pas s'il va commencer la saison. Je pense très honnêtement que c'est un gars qui pourrait jouer sur la troisième ligne s'il est en forme. Là. Mais là, pour l'instant, il est sur la liste des blessés. Fait que je ne sais pas quand il va revenir. Je ne sais pas s'il est là pour le début de la saison. Donc, je l'ai mis scratch. Mais c'est un gars qui pourrait très bien jouer au niveau de ton bottom six. Pas de problème. Et par la suite, on a Cutter comme scratch. En termes de défenseurs, ben là, on n'a pas le choix. Là, il va falloir qu'on fasse comme un petit move. Parce que Pietrangelo, je ne me rappelle plus avec qui il jouait l'année passée, mais je sais que le gars avec qui il jouait, il n'est plus là. Mais là, j'ai un blanc, je ne me rappelle pas avec qui il jouait. En tout cas, bref. Tout ça pour dire, c'est que. Ah, ben, il jouait avec Hag. Bravo Yves, bravo. Pietrangelo a joué beaucoup avec Hag l'année passée. Puis Hag, honnêtement, il a connu une bonne saison l'année passée. Là, on parle de 14 points en 52 matchs, mais c'est un gars qui est surtout un gars à caractère défensif. Puis il jouait contre les meilleurs éléments avec Pietrangelo. Mais on s'entend, Pietrangelo, c'est un joueur qui est intelligent, il est complet, donc il va être responsable dans sa zone aussi, mais il aime bien se porter à l'attaque. Fait que là, vu que Hag, là, je vous explique rapidement, en ce moment, il est toujours pas signé, il n'y a pas de contrat, mais il est agent libre avec restriction. C'est un gars qui... on pense, là, selon les interprétations d'Elliott Freeman, qu'on va probablement attendre que la saison commence avant de le signer, parce que j'ai cru comprendre qu'on va comme activer les gars qui sont blessés à long terme. Puis en voulez-vous des gars blessés à long terme? Nolan Patrick, Shea Weber, Laurent Brossoit, Robin Lehner. Fait que t'as le choix. Donc, je pense que quand ils activent ça, ça va leur permettre de dépasser le cap, ce qui va leur permettre de signer ce gars-là. C'est ce que j'ai cru comprendre de Elliott Freeman. Mais bref, pour l'instant, il n'est toujours pas signé, donc j'ai pas pu le mettre dans ma formation. Fait que j'y étais avec Martinez, mais Martinez, quand même, c'est un gars qui a déjà très bien fait défensivement par le passé. 8 points en 26 matchs l'année passée, bien entendu. Il a été blessé. Beaucoup de blessures. Par la suite, on a Pietrangelo, que j'y donne rien de moins que 88 matchs. Il a joué beaucoup. Il a joué beaucoup l'année passée. Je pense qu'il a joué ses 82 matchs, si je ne fais pas erreur, mais en tout cas. 44 points pour ce qui est de Pietrangelo l'année passée, un joueur très complet, intéressant. La deuxième paire, c'est là que je viens avec celle que je vous ai parlé tantôt. McNabb, 18 points en 69 matchs, mais c'est un défenseur à caractère défensif. McNabb, qu'on fait jouer avec Shea Theodore, qui a connu la meilleure saison en carrière au niveau de sa production offensive. Shea Theodore, 52 points en 78 matchs. C'est un gars qui est intéressant sur ton powerplay, ça, Shea Theodore. C'est un joueur qui peut être menaçant à la pointe, qui va aimer avancer aussi. Fait que t'as un top 4 qui est quand même un top 4 très intéressant. Préférable d'avoir Hag, par contre, dans ton top 4, mais il reste que Martinez, c'est un gars qui est déjà très bien fait par le passé. Et par la suite, en termes de troisième paire, on y va avec le bon vieux Ben Hutton, 13 points en 58 matchs l'année passée. Et White Cloud, c'est 19 points en 59 matchs l'année passée. J'ai mis comme scratch Korczak, mais probablement qu'il va être dans la Ligue américaine. Et puis, bien entendu, Hag, parce qu'il est toujours pas signé. Ben là, j'ai mis comme scratch, mais il n'est pas signé encore. Bref. Et là, on tombe au niveau des gardiens de but. Et au niveau des gardiens de but, c'est un gros point d'interrogation qu'on a du côté des Golden Knights de Vegas. On a décidé d'y aller. Je suis pas mal sûr que c'est Lassie Thompson, mais en tout cas, Thompson va peut-être être le numéro 1. Mais je pense pas qu'il va y avoir un numéro 1 clair net, à part s'il pète des scores en partant. Mais Thompson, l'année passée, avec les Golden Knights, 19 matchs, 2,68, 914. On s'entend, belle efficacité. Puis ce qui est intéressant avec lui, c'est que dans la Ligue américaine, 23 matchs, 1,96, 920 d'efficacité.
L'année d'avant, je pense qu'il était dans les 920 d'efficacité aussi. Il était dans les 940, genre en séries éliminatoires dans la Ligue américaine. C'est un gars qui a bien fait. Il a vraiment très bien fait dans la Ligue américaine. Ce qui fait donc que là, on est rendu au step LNH. Il faut qu'il fasse le saut LNH. Est-ce qu'il est prêt pour le faire? Avec le petit échantillon de 19 matchs, on semble croire que oui. Alors, c'est probablement lui qui serait pressenti numéro 1 si numéro 1 il y a. Ou sinon, on a fait l'acquisition de Adon Hill qui nous arrive des Sharks de San Jose. 25 matchs l'année passée avec les Sharks, 2.66, 906 d'efficacité, ce qui est quand même pas mauvais. Ça a été difficile pour les Sharks l'année passée. Fait que c'est quand même pas mauvais là, comme gardien de but. C'est deux gardiens de but que je dirais qu'on n'est pas sûr, mais ça se peut qu'il y en ait un qui vole le show, ça c'est possible. Dans la Ligue américaine, pour ce qui est de Adon Hill, il a joué seulement un match, 3.06 et 917 d'efficacité. On ferme le tout avec Hutchinson qui nous arrive des Maple Leafs de Toronto. 2 matchs, 4.62 en termes de moyenne, 857 d'efficacité. Mais on se rappelle, les Leafs de Toronto, il y a eu des périodes plutôt pénibles au niveau du jeu défensif l'année passée. Entre autres, des suites à la blessure de Jake Muzzin, mais ça n'a pas été facile pour les gardiens de but avec Toronto l'année passée. À part peut-être Campbell qui s'en était sorti quand même pas si mal, mais peut-on parler de Mrazek? Pauvre gars. Oh, Seigneur. Fait que Hutchinson, 2 matchs l'année passée avec Toronto, 4.62, 857, c'est pas par jeu. Dans la Ligue américaine, on parle de 28 matchs avec les Marlies, 3.23 de moyenne et 899 d'efficacité. Ce n'est pas un gars qui est pressenti LNH du tout, mais si blessure il y a, il va être rappelé. Alors, c'est le portrait général des Golden Knights pour ce qui est de la saison 2022-2023 de la LNH. Il y a eu des choses un peu étranges qui se sont passées du côté des Golden Knights. Aujourd'hui, on a perdu quand même Dadonov qui avait été un précieux aide l'année passée. Max Pacioretty qui était un joueur d'impact dans cette organisation-là. On a par contre fait l'acquisition de Jack Eichel qui pourrait être beaucoup plus solide que 25 points en 34 matchs parce que ça a été lent avant qu'il parte. Peut-être est-ce qu'il va trouver ses repères cette année. On le souhaite bien pour les Golden Knights. S'il trouve ses repères, ben là, à ce moment-là, on aurait un top 6 intéressant, mais pas flamboyant, mais intéressant quand même. Alors bref, quelques acquisitions, mais c'est une organisation avec laquelle j'ai beaucoup de points d'interrogation, je vais être honnête avec vous. Fait que même si on a des joueurs qui sont très solides dans cette organisation-là, j'ai beaucoup d'estime pour un gars comme Pietrangelo ou Stone. Je doute fort que cette équipe-là soit beaucoup plus performante que l'année passée. Puis blessure, il y aura aussi cette année, c'est sûr et certain. Fait qu'à la fin de la journée, d'après moi, cette équipe-là va être à peu près dans la même position, voire pire, parce que j'ai pas trop confiance. C'est un guess qu'on prend avec les gardiens de but. Alors, si on a terminé 9e au niveau de la conférence de l'Ouest l'année passée, ça se peut qu'on finisse 10 ou 11e cette année du côté des Golden Knights, ou du moins c'est l'impression que moi j'en ai. Alors, cette équipe-là va peut-être se battre pour une place en série, je dis peut-être. C'est mon impression. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Golden Knights de Vegas, c'est une organisation qui va finir dans la cave? C'est une organisation qui va se battre pour une place en série où c'est clair qu'ils sont en playoff? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime. On partage aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à se jaser de hockey. Toujours plus plaisant quand on est plusieurs. Et puis sinon, on s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023. Je dis ça, je dis rien, mais il en reste juste 2. Let's go! Merci beaucoup. Bonne soirée.